Ce sont des sujets qui mériteraient beaucoup de développement. Est-ce que vous voulez prendre une dernière question du public avant qu'on termine ce débat? Et pourquoi il n'y a pas de femmes qui posent des questions ici? C'est Ah, quoi une le femme truc? alors. Ah bon, bah ouais. Bonsoir, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Je vous félicite d'abord pour votre sincérité et votre authenticité. C'est ce que j'aime beaucoup chez vous. Vous ne fiez pas aux apparences, madame, jamais. Juste. Bon. Mais en fait, j'aimerais vous poser une question par rapport aux jeunes qui font des études, de longues études, qui demandent beaucoup d'efforts. À la fin, pour qui, par exemple, comme le développement durable, on entend beaucoup parler de ce domaine. On dit comme quoi c'est un domaine qui recrute, mais au final, pour que le jeune se retrouve bloqué, ni la fonction publique veut l'accepter, ni les entreprises. On demande tout le temps excusez-moi, de l'expérience. Du coup, le temps il passe, la personne elle décide de faire des stages. Les stages, on leur refuse les stages, soi-disant, il faut des conventions. Ils pensent aux alternances. Les alternances sont limitées à l'âge de 26 ans, moins de 26 ans. Donc, comment résoudre ce problème? Est-ce que ces jeunes-là, ils doivent jeter leur diplôme pour se retrouver des employés, travailler dans, par exemple, comment ça s'appelle? Par exemple, travailler chez Auchan, temps partiel. Donc, à quoi sert de faire des études si l'État est incapable de recruter ces gens dans des domaines soi-disant prometteurs, mais bloqués? Voilà. Ben merci parce que ça, c'est un des aspects cachés du drame du moment. La surqualification, et vous retrouvez des gens en train de faire des activités qui correspondent à rien de leur très haut niveau de qualification, mais qui par contre bloquent les cases qui pourraient être occupées par des gens qui ont moins de qualification et qui ont aussi le droit de bosser, qui ont envie de bosser et de bien travailler. Alors ça c'est idéologique, hein, c'est politique. Vous ne réglerez pas, c'est pas vous madame, hein, le problème avec la politique de l'offre. Je vous mets au défi d'y arriver. Vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? La politique de l'offre, c'est produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que c'est pas cher. Et vous finirez par trouver des clients. Et si par hasard il n'y a pas de clients, il n'y a qu'à mettre de la pub, comme ça on leur fabrique les désirs. Ça c'est le système dont maintenant le président Hollande se réclame. La politique de ma famille idéologique, c'est la politique de la demande pendant des générations. Bon, vous n'y arriverez pas. Mettons qu'on aurait pu y arriver. Où ça s'est produit? Nulle part. Et quand on vous a saoulé avec le modèle allemand, qui était, je ne sais pas, j'espère que vous vous rappelez, je vous signale un de mes excellents livres, qui s'est très bien vendu aussi, qui s'appelle Le Hareng de Bismarck, où j'ai pris un par un tous les poncifs de l'admiration pour l'économie allemande. Je me suis fait repeindre instantanément en germanophobe, parce que comme vous le savez, dans ce pays, ça va vite hein, pour les caricatures, j'étais juste en train de dire que leur truc ne marchait pas. Et le premier chapitre, devinez ce que c'est, c'était sur les pollutions automobiles. On m'a dit, t'exagères. Bon. Depuis, qui avait raison. Bon. Donc, moi, ma politique, c'est que nous allons relancer l'activité. C'est un mécanisme keynésien que je propose. On relance l'activité par un bout. Les Nord-Américains relancent à intervalles réguliers l'activité de leur pays par l'économie d'armement. Reagan, bonze du libéralisme, a commencé par mettre les plus gros programmes militaires et de recherche que le pays avait connus depuis des années. Trump est en train de recommencer, en disant ah là ça va pas, il faut faire monter le niveau de notre armement et tout. Il y en a déjà pour 600 milliards de dollars par an, hein, l'économie de guerre des États-Unis d'Amérique. Alors avec un dangereux concurrent, la Russie a 60 milliards, d'accord, qui dépense moins en armes que l'Arabie Saoudite. Alors, comment on s'y prend? J'ai proposé un modèle. On met 100 milliards dans la relance de l'activité. Ces 100 milliards sont pour l'essentiel concentrés sur la transition écologique. À partir de là, en grappe, tous les métiers qui ont à voir avec ça repartent de l'avant. Parce qu'à ce moment-là, le problème, ça sera qu'on aura besoin de vous et on vous courra derrière. Pourquoi je dis ça? J'ai assisté à une période de croissance sous le gouvernement Jospin. J'étais ministre. Et on avait une croissance plus forte que la moyenne pour X raisons. Et à l'époque, j'allais dans les endroits où il y avait des bassins d'emploi en tension. On a oublié ça, on a oublié ce que ça existe, ça. C'est-à-dire, vous avez les chantiers navals et il n'y a personne pour venir bosser. Il vous en manque plein. Ne vous inquiétez pas, je vais terminer. Il vous manque plein de monde. Un chantier naval, il ne faut pas que vous croyiez que c'est seulement des gens en train de taper sur de la tôle. Hein. C'est tout le second œuvre du bâtiment, c'est des dizaines de métiers.
Donc nous, et à l'époque, ils ne trouvaient pas le monde. On était à 2% de croissance. Donc ce que je vous dis, c'est que la relance avec 100 milliards. 100 milliards plus la relance de la dépense publique à 173 milliards. À la fin, ce circuit économique fait rentrer en taxes et impôts 190 milliards. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Encore faut-il le mettre en place. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ça va changer la géographie des métiers. Et que les métiers de l'avenir vont être sollicités. Et on a absolument besoin que les gens qui se sont formés en faisant ce pari soient sur le terrain. Et on va en avoir besoin de beaucoup. Parce que, pour prendre l'exemple de l'économie de la mer, ça inclut aussi bien la métallurgie, pour la cause que quand vous faites une éolienne, vous ne pouvez pas la construire à Singapour. Vous êtes obligé de la monter aux alentours de l'endroit où vous allez la poser. Parce qu'une pale, c'est 90 mètres de long. D'accord ? Si vous faites des hydroliennes, pareil. Si vous faites de l'algoculture, pareil. Hein, on peut en faire partout de l'agriculture, il suffit d'amener de l'eau salée. Hein. Vous mettez de l'eau salée, de la ferraille, et hop, ça pousse dessus. Et vous avez comme ça des milliards, des centaines de tonnes de protéines végétales qui sont à notre portée. Bref, mon affaire, c'est que c'est comme ça qu'on va dénouer les situations que vous créez. Parce que si tous ceux qui viennent vous dire qu'ils vont relancer l'économie par la compétitivité, blablabla, la flexibilité, racontent des histoires, c'est impossible, ça ne marchera jamais. Ce sont des marchands d'illusions. Moi, ce que je vous raconte, c'est 100 milliards qui vont dans l'économie réelle, et à la sortie, il y a des choses réelles qui existent. D'accord ? Et donc des gens qui bossent. Des centaines, des milliers de gens qui bossent. Parce que j'ai même dit que la meilleure idée pour développer les salons de coiffure, c'est l'économie de la mer. Ah, pourquoi ? Parce que la première chose que vous ne payez plus, c'est le coiffeur, comme vous n'avez pas de paye. Et si vous avez une paye, ben voilà, tout le reste vit. Vous allez au restaurant, vous allez au cinéma, et vous commencez à consommer toutes sortes de choses. Et vous le faites de manière responsable si vous êtes bien payé. Si vous êtes mal payé, vous allez manger du mauvais manger. Hein ? Et puis voilà, et vous avez l'épidémie d'obésité, et puis vous avez, etc., etc. Et le chômage, la déprime, 14 000 personnes qui en meurent. Ça compte pas. Tout à l'heure, on a parlé des morts du terrorisme, je ne veux pas faire de... Mais il y a quand même 1200 personnes par an qui meurent au travail. Soit sur le poste de travail, 565, soit d'une maladie qui a fini d'en venir à bout. Et tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. D'accord ? Donc, il faut... Surtout vous autres qui êtes dans cette école, vous ne pouvez pas vous contenter de dire comment vous allez vous en sortir, vous. Peut-être que vous allez vous en sortir, c'est même pas sûr. Parce que comme vous l'avez bien raconté, avant vous faites le parcours du combattant, hein, l'alternance je connais, alors vous êtes obligé de faire en alternance, mais les boîtes ne sont pas obligées de vous prendre. Comme ça, c'est sûr que ça va marcher. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Le pays a besoin que ces jeunes les plus formés, vous êtes quand même dedans, vous êtes à bac plus, je ne sais pas quoi, etc., commencent à se poser des questions sur l'intérêt général. Pas seulement votre tête, pas seulement vous, les autres, le type de monde qu'on veut faire vivre. Et là, vous avez une responsabilité. Donc, laissez tomber. C'est pour vous dire, chacun de nous peut quelque chose à la transformation du monde. Et c'est pas qu'une... Je vous demande pas de dire c'est formidable la gauche, etc. Oui, moi je suis un homme de gauche, je viens de là, c'est ma famille, c'est ma vie. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on fait, alors qu'on a cette chance incroyable d'avoir un grand pays, formé, riche. Hein. J'ai vu, moi, des copains gouverner des pays et à se demander par quel bout ils allaient empoigner le problème. Quand je parlais avec mes amis boliviens, c'était terrifiant. Ah, ils ont redressé leur pays. Mais ils me disaient, mais moi, j'ai pas d'État. Et le peu qui reste, je préférerais pas l'avoir parce que c'est que des voyous. Et je lui disais, mais comment tu vas faire pour la justice ? Il disait, je sais pas. Je préfère qu'il y ait une justice coutumière parce que la justice de l'État, on est incapable de la faire fonctionner. Maintenant, ils ont arrangé les choses. Ils ont ramassé 3 millions de personnes qui n'avaient pas de carte d'identité. Les gens ne savaient même pas qui c'était. Ils me disaient, l'État, dans la jungle, parce que la Bolivie, c'est l'Amazonie surtout, on y passe, c'est l'armée qui passe tous les 2 ou 3 ans. Alors on ramasse du monde, c'est des esclaves. Des esclaves. Oui, alors on les libère. Alors ils se prenaient la tête, puis ils disaient, puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on n'a pas de maison pour eux, on n'a pas de travail pour eux. Donc vous vous rendez compte, quand on a une politique qui veut améliorer la société, qu'on part de si bas. Mais nous, on n'a aucune excuse. Aucune excuse. On est un pays riche, on est un pays instruit, on est un pays équipé. Et si on partageait un petit peu plus justement, d'accord ? C'est-à-dire si on essayait de reprendre les 10 points qui sont passés des poches du travail à celles du capital depuis les années 80. Vous voyez, les années 80, c'était pas le communisme, hein ? Faut pas avoir peur tout le temps.
Ben, si on reprenait ça, c'est 196 milliards par an. Le pays est fabuleusement riche. Mais le curseur du partage, c'est lui qui vous remet dans l'organisme du sang pour la vie, de l'air, de la respiration. Voilà. C'est ça le sens du partage. Bon, bah allez, faites ce que vous pouvez. Merci beaucoup, Monsieur Mélenchon, d'avoir participé à notre débat. Je suis heureux qu'on ait conclu sur une touche de philosophie comme on a commencé. Merci au public d'avoir été aussi nombreux avec nous ce soir. On n'a pas pu aborder tous les sujets, le débat aurait pu durer des heures, mais j'espère que ça vous aura donné envie de poursuivre la réflexion et bonne soirée à tous.